Bonjour à toutes et à tous. Alors, Espagne 36, anarchisme, les non-dits. En ce qui concerne les non-dits, c'est pas tout à fait vrai, puisque c'est dit, mais dans les milieux qui s'intéressent à l'histoire de la guerre civile espagnole, et les milieux qui s'intéressent aussi à l'anarchisme et aux alternatives libertaires. Par contre, ce sont des non-dits en ce qui concerne l'histoire officielle et les médias de masse, pour la bonne raison que ça englobe certains événements qui tendent à prouver que la population, dans un certain contexte et sous certaines conditions, s'organise beaucoup mieux que ce qu'on pourrait penser. Alors l'exposé que je vais faire, en fait, c'est une colonne vertébrale qui suit une certaine chronologie, qui va parler de certains aspects qui m'intéressent tout particulièrement, mais en aucun cas c'est exhaustif. C'est vraiment un petit exposé, puisque de toute façon l'histoire de la guerre civile espagnole et de ce qui a emmené et de tous les éléments que je vais citer, pour être exhaustif, il faudrait la faire par territoire. Je dis territoire exprès en opposition avec région, puisque la région, ça laisse penser que l'Espagne, comme les autres pays européens, c'est une nation unifiée. En fait, non, ce sont des territoires avec des cultures différentes, qui ont été unifiées par la force, comme la plupart des nations, en fait. Donc, il faudrait vraiment une histoire par territoire, et ça prendrait vraiment beaucoup plus qu'une vidéo d'une heure ou d'une heure et demie. D'ailleurs, ça a pris des centaines d'ouvrages sur le sujet. Donc, je vais suivre une chronologie assez simple et mettre en exergue les éléments qui me paraissent importants pour les sujets qui m'intéressent, en fait. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne le contexte, même s'il est toujours nécessaire de définir un contexte historique, excusez-moi, c'est toujours un exercice délicat, parce qu'un contexte, c'est toujours la conséquence de notre contexte, et ça devient toujours la cause du contexte suivant. Donc, dans notre forme d'éducation scolaire, le fait d'apprendre l'histoire au travers d'une énumération de dates à connaître par cœur, nous formate à considérer le déroulement historique comme finalement une succession de blocs bien définis, avec des coups d'envoi et des conclusions bien délimitées dans le temps. C'est d'autant plus vrai pour la Révolution espagnole, où, mis à part quelques dates d'élections importantes, des batailles célèbres et quelques dates de décès de personnages importants, tout n'est qu'un enchevêtrement de mouvements, d'actions, d'initiatives qui prennent d'abord racine bien avant le début des événements et qui sont parfois synchronisés, parfois le fruit d'initiatives locales, personnelles ou de groupes de personnes. Alors, il faut ainsi garder à l'esprit que, comme tous les pays d'Europe, comme je l'ai déjà dit, et d'ailleurs du reste du monde en général, l'Espagne n'échappe pas à la grande escroquerie d'un certain concept de nation qui n'est qu'en fait que la somme de territoires culturellement différents et unifiés par la force. Donc, et que dans un souci de féodalisation, on va dire, du rapport avec une entité qui se veut centrale, on nomme région, en fait. Donc, même si ce n'est pas le sujet principal de cet exposé, il faut quand même garder à l'esprit que l'ingrédient nationaliste, indépendantiste, autonomiste, sans jouer le rôle majeur de la Révolution espagnole, a quand même influencé et joué un rôle dans la prise de certaines décisions, qu'elles aient été bonnes ou mauvaises, selon qu'on considère comme bon ou mauvais, bien sûr. Ensuite, pour parler de cette période de manière constructive, il faut nommer les choses de manière honnête et non pas les banaliser ou les aseptiser de manière à ce que ces événements entrent sans frotter dans le moule bien carré et prédéfini de l'histoire officielle et donc soi-disant objective. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler simplement de guerre civile espagnole, mais bien d'un lever de rideau ou d'une introduction à la guerre mondiale, en fait, où les nations occidentales, dites civilisées et démocratiques, vont montrer leur vrai visage et surtout leurs priorités. En fait, la Seconde Guerre mondiale commence en Espagne. Ce n'est pas non plus l'histoire d'une défaite de l'anarchisme ou des mouvements ouvriers, mais bel et bien l'histoire d'une trahison organisée et d'un sabotage de la part de tous ceux qui représentent cet ordre des choses pyramidal et hiérarchisé. Une trahison envers une partie de la population au souhait de liberté dans le véritable sens du terme et non pas une liberté conditionnelle, en fait. Et bien sûr, un aspect qui m'intéresse tout particulièrement,
ce n'est pas l'histoire de la survie de l'Espagne républicaine pendant quelques années, mais bien la vie économique de la moitié de l'Espagne reposant sur les collectivités et les usines socialisées, et cela dans le pire des contextes, à savoir la guerre civile, la guerre totale. Alors, bien sûr, l'histoire officielle est donc estampillée objective, évite tout ce qui peut donner du crédit à l'organisation populaire, en fait. Elle possède quand même ses documentaires fétiches, dont le célèbre Mourir à Madrid, que certains d'entre vous ont sans doute vu. Alors pour la personne qui ne sait rien de ces événements, Mourir à Madrid choisit un angle de vue qui évite soigneusement tout ce qui a trait aux organisations populaires de la vie économique. Et en fait met l'accent sur l'aspect dramatique qui favorise l'émotionnel. Alors pourquoi l'émotionnel? Parce que l'émotionnel, c'est la mémoire et non pas l'histoire, c'est différent. Alors bon, Mourir à Madrid, c'est de longues scènes de combat, de mort, sans commentaire, qui assurent une ambiance lourde. Le commentateur a un ton grave qui donne l'impression de ne pouvoir souffrir aucune contradiction ou aucune controverse. Et des scènes de bataille, et des batailles surtout décidées, célèbres, et donc plus importantes que les autres, surtout au point de vue du prestige souvent hiérarchisé, de l'importance symbolique des lieux, en fait. Et surtout un partage du mérite, souvent équitable, entre les combattants républicains et les combattants fascistes. Ce qui est extraordinaire, pour un documentaire faisant autorité en la matière, on va dire, c'est que les mots anarchiste et CNT, donc Confédération nationale du travail, qui englobent en fait les principaux acteurs de la Révolution espagnole, ne sont cités que 2 fois en 1h22 de documentaire. Et cela lors d'une énumération des forces constituant l'Espagne républicaine, c'est tout. Absolument rien au sujet des collectivités et des organisations autogestionnaires qui, comme vous le verrez plus tard, ont fait vivre cette moitié de l'Espagne pendant 3 ans. En conclusion, bien que certains éléments y soient bien relatés de manière fidèle et fidèle à la réalité, l'angle qui consiste à entièrement ignorer les véritables motifs et enjeux de millions d'Espagnols ne peut être qu'un choix délibéré. Donc la technique qui consiste à concentrer le débat sur des éléments dramatiques, même si authentiques, en accentuant sans relâche l'aspect émotionnel, provoque une sorte de traumatisme chez le spectateur qui sape son envie d'aller plus loin dans l'analyse. C'est exactement la raison pour laquelle on accentuera volontiers le débat sur la violence ponctuelle et circonstancielle des anarchistes et d'une partie de la population traditionnellement opprimée, violence envers les prêtres par exemple, et on oubliera volontiers la violence séculaire, idéologique et sociale du clergé espagnol et de tous les régimes autoritaires auxquels il s'est associé. C'est d'ailleurs par la même technique propagandiste que l'on s'horrifie volontiers face à la description d'une torture amérindienne, par exemple, en ce qui concerne les Indiens d'Amérique, en occultant plusieurs siècles de génocide qui ferait passer le dépeçage iroquois pour une pratique courtoise. Alors, pour revenir au contexte, je vais d'abord planter ce que j'appellerais le paysage. Le paysage pour cette période, avec quelques données concernant la société espagnole de ces années 30. Alors, cette Espagne de 1931, pour prendre une date symbolique, comme on le verra plus tard, c'est d'abord 24 millions de personnes, dont la moitié est analphabète. Et sur ces 24 millions, la moitié vit de l'agriculture. Alors ça ne veut pas dire travail dans l'agriculture, mais ça veut dire en dépendre. Travail ou en dépendre. Sur ces 24 millions de personnes, il y a 2 millions de paysans qui possèdent 10% des terres et dont les ouvriers journaliers gagnent environ une peseta par jour, ce qui correspond à l'époque à un pain. De l'autre côté, c'est 50 000 propriétaires terriens qui se partagent 50% des terres. Alors, du côté industriel, donc dans les villes, c'est 2 millions d'ouvriers qui travaillent dans des entreprises qui dépendent souvent de capitaux étrangers. Et pour bien comprendre cette société espagnole dans ces années-là, il faut savoir qu'elle est fondée sur 2 piliers principaux, qui sont l'église d'un côté et de l'autre côté l'armée et la police. En fait, ce sont les plus gros budgets de l'Espagne.
Alors, du côté de l'Église, en comptant les prêtres, les nonnes, les moines, c'est environ une centaine de milliers de personnes. Et si vous voulez faire le petit calcul amusant, pour 24 millions d'habitants, ça vous fait un religieux pour 240 personnes. Bon, ce qui n'implique pas une souplesse d'esprit évidente, ou une marge de manœuvre assez conséquente. C'est aussi 5000 couvents. 5000 couvents, donc un couvent, en fait, dans la réalité, c'est une maison d'arrêt pour jeunes filles. Donc ça c'est pour l'Église. En ce qui concerne l'armée, là c'est aussi intéressant, c'est 15 000 officiers, à savoir un officier pour 6 soldats. Et surtout, 800 généraux, à savoir un général pardon, pour 10 soldats, pour 100 soldats. Un général pour 100 soldats, ce qui est quand même énorme. Alors là il y a un détail intéressant à soulever pour mieux comprendre cette société espagnole de l'époque. Dans le contexte de l'armée, le carriérisme, il est basé sur l'avancement, et cet avancement est lui-même basé, la plupart du temps, sur le mérite. Or, le mérite, ça ne s'obtient principalement que par les campagnes, les guerres, ou toutes sortes d'actions armées. Alors, quand on voit le nombre d'officiers et de généraux, on peut mieux comprendre que c'est une véritable économie aussi qui est basée sur l'armée. Et en ce qui concerne la police, c'est 65 000 agents de divers corps, qui sont plutôt employés à réprimer tout ce qui peut mettre en cause cet ordre établi, en fait. Et donc, une parenthèse, comme vous pouvez le voir, à toutes les époques, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que la coercition, qu'elle soit physique ou mentale, on trouve toujours la même formule, c'est-à-dire des privilégiés, des propagandistes, des chiens de garde et un troupeau. Donc, c'est pas le sujet. Alors, maintenant, en ce qui concerne les forces, qui s'opposent à cet ordre des choses et à ce système, il y a tout d'abord, avant 1931, le Parti socialiste espagnol qui a été fondé en 1888. Le syndicat qui en dépend, c'est-à-dire l'UGT, Union Générale des Travailleurs, qui est affilié donc aux socialistes, qui lui aussi a été fondé en 1888. Il y a la CNT, Confédération Nationale des Travailleurs, qui est fondée en 1910, qui sera interdite entre 1923 et 1930 sous la dictature de Primo de Rivera. Ça, on y viendra plus tard. Alors, la CNT, c'est d'obédience anarcho-syndicaliste. C'est une pensée qui est influencée par Ricardo Melia, dont je parlerai plus tard, qui est un penseur et écrivain majeur. Il y a aussi le Parti communiste, qui est fondé en 1921 et qui vient de la Révolution russe. Et bien sûr, la Fédération anarchiste ibérique, la FAI, qui est fondée en 1927. Donc, juste après 1931, il y aura les Fédérations ibériques des jeunesses libertaires, qui seront fondées en 1932, et le POUM, Parti ouvrier d'unification marxiste, non autoritaire, c'est important pour la suite, qui lui est fondé en 1935. Donc, pour comprendre l'ampleur de ces forces d'opposition, puisque c'est sans précédent en Europe, est-ce que ça va impliquer ? Il faut voir les chiffres. Alors les chiffres, il y a les monarchistes en 1934 qui ont fait un recensement pour savoir un peu qui étaient leurs ennemis. Et on a, alors pour la CNT, les anarcho-syndicalistes, on a environ 1,5 million d'adhérents, ce qui est monumental. Pour l'UGT, le syndicat socialiste, on a environ 1,4 million adhérents. Le Parti socialiste en a 300 000 et le Parti communiste en a 13 000. Donc, c'est important de garder à l'esprit ce petit chiffre de 13 000 pour les communistes, pour la suite de l'exposé, surtout pour la partie concernant la contre-révolution et le sabotage. Alors, avant d'arriver au début du conflit total, à savoir juillet 1936, je vais partir des élections de 1931 qui voient l'avènement de la Seconde République. De la Seconde République espagnole. Alors je dis conflit total car ce qui est communément appelé guerre d'Espagne, c'est la période de 36 à 39, mais en réalité les conflits commencent bien avant dans certaines régions et les actions contre le gouvernement commencent encore bien plus tôt. Désolé, j'ai été coupé par le téléphone. Donc je reprends. C'est d'abord dans un climat de crise économique et de mécontentement quasi général, notamment dans les villes, qu'un an plus tôt, c'est-à-dire en 1930, le dictateur Primo de Rivera, qui règne depuis 1923, est contraint de démissionner. Alors, je précise mécontentement dans les villes, parce que les zones rurales, en fait, comme c'est le fief des propriétaires terriens, des caciques,
Donc c'est plutôt des zones traditionnalistes qui ne sont pas vraiment républicaines ou progressistes. Donc un an plus tard, 1931, c'est lors des élections municipales qui sont en fait les premières élections démocratiques depuis 1923 et depuis la dictature, où c'est carrément un désaveu de la monarchie, parce que je vous rappelle que c'est sous une monarchie, Alphonse XIII à l'époque. Donc c'est un désaveu de la monarchie dans la majorité des villes, en fait, avec la victoire des républicains. Et donc dans la foulée, il y a l'exil du roi Alphonse XIII, je crois 1 ou 2 jours après le résultat des élections, c'est-à-dire le 14 avril. Et ensuite, le 28 juin, il y a l'Assemblée constituante de la Seconde République qui est formée lors des élections générales et qui proclame la République dans toute l'Espagne. Alors, bon, si tout commence par une euphorie générale, une liesse quasi nationale, le désenchantement il est assez rapide avec la République à cause de la lenteur des réformes mises en œuvre, voire certaines réformes qui restent finalement lettre morte, notamment une réforme qui est votée en 1932 et qui implique la redistribution des terres pour les paysans et qui en fait n'est pas reste lettre morte. En fait, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne comme promis, mis à part certains trucs dont je vais parler après. Et d'ailleurs, entre 1931 et 1933, c'est quasiment 30 grèves générales, 400 morts, 9000 prisonniers par la répression. Donc c'est pas vraiment un climat d'apaisement, quoi. Il y a quand même un élément positif, comme je le disais, qui réside dans le fait de pouvoir donner libre cours à une boulimie de connaissances qui avait déjà été initiée bien des années auparavant par les penseurs et activistes anarchistes et libertaires, comme on le verra plus tard. En effet, bon, la mise en place de cette Seconde République voit la multiplication des revues libertaires, des réunions d'information, toutes sortes de cercles de rencontres qui se forment, où les gens se cultivent, discutent et débattent de tout. Donc, quand même, pendant cette période, comme je vous ai dit, déjà 30 grèves générales, à peu près 400 morts, tout ça, il y a un événement significatif qui montre que les troubles ne sont pas finis. C'est ce qu'on appelle le massacre de Casas Viejas. Casas Viejas, c'est en Andalousie. Alors, ça commence comme ça, en fait. En décembre 1932, à Madrid, il y a la fraction anarchiste de la CNT, qui est emmenée par Juan García Oliver. On y reviendra plus tard sur celui-là, parce qu'il est important. Appelle à une grève générale insurrectionnelle, qui est programmée pour le 8 janvier, donc quelques semaines après. Le 8 janvier 1933. Alors, cette grève n'est pas suivie dans toute l'Espagne, hein, c'est pas national, mais sauf comme d'habitude à Barcelone, en Aragon, à Valence et dans le bastion anarchiste que constitue l'Andalousie à l'époque. Alors pour García Oliver, cette insurrection n'a pas vraiment pour ambition un renversement total, mais plutôt, comme il le dit lui-même, je vais le citer, une gymnastique révolutionnaire pour empêcher la République bourgeoise de trop s'établir. Alors en Andalousie, bon, là où ça réagit directement, ce sont des bâtiments de la police, de l'armée, du gouvernement qui sont attaqués. Et c'est aux abords de Cadix que l'insurrection est la plus suivie par les travailleurs agricoles, sous la bannière, bien sûr, de la CNT. C'est donc le 10 janvier 1933 que le gouvernement envoie la garde d'assaut républicaine. Alors, la garde d'assaut, ça a été mis sur pied en février 1932 pour faire contrepoids à la Guardia Civil, la traditionnelle Guardia Civil. Donc c'est entre le 10 et le 12 que dans la petite ville de Casas Viejas, la garde d'assaut entoure une maison où s'est réfugiée une famille de sympathisants anarcho-syndicalistes. Et il met le feu. Donc dans l'incendie, c'est 6 personnes qui meurent brûlées vives. En tout, il y a 19 morts, dont 2 femmes et un enfant, et aussi 3 militaires du côté de la garde d'assaut. Alors bon, ce massacre, c'est vu comme l'événement le plus marquant et symbolique de ces 2 années de République, en fait. Donc dans cette année 1933, on arrive maintenant au 19 novembre 1933, avec des nouvelles élections qui sont cette fois-ci législatives. Alors cette fois avec une particularité de plus, c'est celle pour la première fois de faire voter les femmes. Donc c'est aussi un apport de la République, les élections sont entièrement démocratiques. Alors dans cette année 1933, depuis le mois de février, il y a un groupement de partis de droite qui a été fondé et qui se nomme la CEDA, C-E-D-A, en fait qui est Confédération espagnole des droites autonomes.
Alors, ce groupe rassemble un large éventail de spectres politiques de droite, alors des chrétiens aux fascistes, en passant par les conservateurs, les monarchistes. Bien entendu, quand je dis chrétiens, je parle des carlistes aussi. Alors, carlistes, ce sont en fait, des grenouilles de bénitier, radicales et armées, en fait, à savoir une bande d'intégristes qui ne jurent que par le Christ roi, par le roi tout court et par l'ordre, bien sûr. D'ailleurs, en ce qui concerne la CEDA, la Ligue de jeunesse de la CEDA, elle est toujours impliquée dans les combats de rue contre les anarchistes et les socialistes. Donc en fait, c'est pas une campagne qui est efficace, mais qui est beaucoup basée sur la décrédibilisation des quelques réalisations républicaines, et surtout par l'appel à l'abstention de la part des anarchistes, c'est-à-dire de la CNT et de la FAI, que la CEDA parvient, en gagnant, donc à désavouer le gouvernement du républicain Manuel Azaña, qui est en charge jusqu'alors. Et avant ces législatives, l'UGT donc, et la CNT avaient prévenu que si le gouvernement employait des ministres issus de la CEDA, donc des ministres fascistes, il déclencherait une insurrection. Et en fait, donc, quelques mois plus tard, en octobre 1934, eh bien, comme vous pouvez le deviner, les ministres de la CEDA entrent au gouvernement pour les 2 années, jusqu'en 1936, qu'on appelle bienio negro. Alors, c'est difficile à traduire en français. Bienio, en fait, c'est un couple d'années, hein, une paire d'années, où là, les réformes qui ont été entreprises vont être arrêtées, et c'est une sorte de régression jusqu'en 1936. Alors, par rapport à ce que l'UGT et la CNT avaient promis comme insurrection, si les ministres rentraient au gouvernement, il y a 2 événements qui sont significatifs. D'abord, il y a le président de la Généralité de Catalogne, la Généralité c'est le gouvernement, qui s'appelle Luis Companys, qui est un ferme défenseur de l'autonomie, en fait, qui proclame d'un coup l'autonomie totale de la Catalogne et la grève générale. Mais bon, ça échoue, et Companys est jeté en prison. Bon, il sera libéré en 1936, avec les élections du Front Populaire, mais j'y reviens après. Et donc, un jour avant, le 5 octobre, c'est l'insurrection aux Asturies, donc la célèbre insurrection des Asturies, qui est déclenchée, qui fera en tout environ 5000 morts et 40 000 prisonniers. Alors cette fois-ci, le gouvernement est républicain, il n'y est pas allé de main morte, puisqu'il a envoyé la garde d'assaut, plus la Légion. Donc c'est l'insurrection des Asturies, c'est un carnage. Alors, c'est pendant cette période constituée d'une paire d'années noires, que tous les partis et toutes les partis de la gauche vont travailler à une unification sous le nom de Front Populaire, en fait, de manière à emporter les prochaines élections à venir, c'est-à-dire les élections qui sont programmées pour février 1936. Alors la particularité cette fois, c'est que les anarchistes de la FAI et la CNT appellent à voter. Appellent à voter, mais ils ont négocié un truc, en fait, appel à voter à condition que, si le Front Populaire gagne les élections, tous les prisonniers politiques qui ont été faits lors des actions directes soient libérés immédiatement. Alors, j'attire quand même votre attention sur le fait qu'au sein des anarchistes ou des adhérents de la CNT, il y a divers courants quand même. Il y a des divergences sur les moyens à employer dans le but d'une révolution sociale. Si certains, comme les anarchistes de la FAI, sont pour une révolution dite à échéance fixe, c'est-à-dire par l'insurrection et l'action directe, certains autres sont plus enclins à imaginer un changement de société qui commence par l'éducation des gens et par la conversion de la population, mais par l'exemple, en donnant l'exemple. Voilà. Ces derniers condamnent d'ailleurs régulièrement les actions directes des groupes armés de la FAI ou de la CNT, les actions violentes. Donc cette seconde tendance, elle trouve sa représentation au sein d'un groupe que l'on nomme les trentistes. Alors trentistes tout simplement parce que c'est un groupe de 30 personnes signataires d'un manifeste résumant leurs idées et leurs programmes et qui a été présenté lors du congrès de la CNT en août 1931. Alors, nous arrivons donc à ces fameuses élections de 1936 où, fort de toutes les voix anarchistes de la CNT, le Front Populaire l'emporte. Donc c'est donc comme promis une foule très dense qui accueille bien sûr la sortie des prisonniers politiques et une effervescence sans précédent qui règne dans les villes comme Barcelone. Bon, il est évident que dans le feu de l'action, cette effervescence ait pu se transformer parfois en quelques actions un peu viriles, vous l'avez deviné, envers des églises ou des bâtiments religieux qui devaient se trouver dans le coin. Mais bon,
L'espagnol est taquin, on dira. Alors, si c'est le Front populaire qui l'emporte avec cette alliance de toutes les gauches, le but des anarchistes et de la CNT n'en reste pas moins la révolution totale par le bas, c'est-à-dire l'émancipation totale des travailleurs et de la population. Et c'est aussi parce que, depuis les élections de 1936, il y a des rumeurs qui s'avèrent être des certitudes sur le coup d'État organisé par les fascistes, et notamment par l'ancien dictateur Primo de Rivera et les généraux Franco et Molia. Donc c'est parce qu'il y a ces rumeurs que dès le congrès de la CNT, en mai 1936, ce sont les bases et les règles de ce qui est alors nommé le communisme libertaire qui sont définies, mises en place, planifiées, mais aussi la préparation à une lutte armée, en fait. Et c'est d'ailleurs aussi dans ce contexte que Luis Companys, je vous en ai parlé, l'autonomiste catalan, président de la Généralité de Catalogne, qui a été libéré donc, bien que non fasciste, bien entendu, propose de désarmer la CNT. Donc c'est bien la preuve que certains dirigeants dits de gauche ont nettement plus peur de l'émancipation de la population que du fascisme. Companys, c'est peut-être de gauche, mais c'est avant tout un autonomiste catalan et c'est sa priorité. Et donc ce n'est pas un anarchiste. Alors, en ce qui concerne les règles inhérentes au communisme libertaire, à savoir la réappropriation des terres, la collectivisation, la socialisation des secteurs et la fin de l'autoritarisme dans tous les domaines, ce ne sont pas des sujets qui sont uniquement discutés dans le confinement d'un congrès, aussi grand soit-il, mais ces sujets sont transportés tout le temps au sein des usines, par les syndicats, par les particuliers, dans la rue, dans tout ce qui représente une occasion d'éduquer les gens ou plutôt de les renseigner sur le sujet. Comme je l'expliquerai plus tard, les bases de cette nouvelle société n'apparaissent pas en 1936, mais bien plus longtemps avant. Ensuite arrive bien entendu ce qui est prévu, à savoir le coup d'État fasciste, et c'est le 18 juillet 1936 où il y a un soulèvement militaire entraîné par les fascistes et qui triomphe au Maroc, à Burgos, à Séville et aussi à Saragosse, ce qui est assez symbolique puisque c'est à Saragosse qu'il y avait eu le congrès de la CNT et la mise en place du communisme libertaire en fait. Et donc le lendemain du 18 juillet, c'est cette journée merveilleuse du 19 juillet qui devrait être fêtée dans le monde entier, notamment à Barcelone, où les ouvriers mettent la population au courant du coup d'État fasciste et de l'imminence du début des hostilités. Alors, toutes les sirènes des usines sonnent et la grève générale révolutionnaire est proclamée. La place de la Generalidad est bondée d'hommes qui demandent des armes. Donc la caserne est envahie, les armes distribuées à la population. Et un peu plus loin, sur la place de Catalogne, les militaires font leur entrée. Alors là, il se passe quelque chose d'unique dans l'histoire de nos pays européens. C'est que devant la détermination et l'hostilité d'une population armée qui surgit de tous côtés et qui est décidée à aller jusqu'au bout, les militaires restent plutôt pétrifiés et sont complètement débordés par les événements. En fait, il y a même des soldats et des policiers qui passent dans l'autre camp, c'est-à-dire avec les ouvriers, avec les révolutionnaires. Quant aux autres, ils finissent par se rendre. De son côté, Madrid suit exactement le même exemple. Et donc, d'un coup, c'est l'effondrement de l'État et du pouvoir républicain. Et là, les gens doivent maintenant reconstruire eux-mêmes et prendre l'initiative. Je me souviens d'un vieux documentaire ou d'une archive où un Espagnol ayant vécu cet événement, il pouvait s'empêcher de pleurer en repassant à la sensation qu'il avait eue, qu'il avait éprouvée pendant que les sirènes sonnaient. En fait, l'impression d'être libéré d'une longue peine de prison, avec la sensation grisante de pouvoir enfin décider de son propre destin. Chose que bien peu de gens ont connue en fait. Donc comme je viens de le dire, l'initiative est à la population et tout doit être réactivé rapidement, tout en assurant le combat en même temps. C'est ce qu'il y a de compliqué. Donc. Alors en ce qui concerne les combats, le 24 juillet, donc 4 jours après, le 24 juillet, un des personnages les plus emblématiques de cette révolution espagnole, à savoir Buenaventura Durruti, prend la tête d'une colonne d'un groupe de volontaires pour partir non seulement délivrer les villages tombés aux mains des fascistes, bien sûr, mais pour en même temps y installer le communisme libertaire. Donc il excellera à la tâche jusqu'à son assassinat par les communistes staliniens à Madrid le 20 novembre.
Ce sont d'ailleurs ces mêmes ordures de communistes staliniens qui ont émis le bruit que Durruti aurait été assassiné par l'un des siens dû à son autoritarisme. Ça lui va bien, ça. Ce qui ressemble formidablement au style de mensonges pervers qui seront utilisés bien des fois dans tous les procès staliniens par la suite. Alors, bien qu'il y ait eu plusieurs hypothèses sur sa mort, toutes les pistes et raisonnements suivant la logique des événements aboutissent à la même conclusion. Alors, sans pour cela être exhaustif, je vais quand même parler un peu de ce personnage, car quand je dis qu'il est emblématique de la guerre d'Espagne, ce n'est pas simplement pour la période débutant en 1936, mais aussi pour toutes les années d'avant, en fait, où il a commis de nombreux faits révolutionnaires. Alors, Durruti, il est né en 1896. Il est né d'ailleurs le 14 juillet, ce qui est assez significatif finalement, puisqu'il a vécu un peu comme un feu d'artifice, comme vous allez le voir. Alors, il est d'abord jeune ouvrier, et quand il doit être intégré à l'armée, bon, il déserte et il se réfugie en France. Dès qu'il peut rentrer en Espagne, il intègre immédiatement, vous en doutez bien, la CNT et puis la FAI. Et il est aussi l'un des 4 membres et surtout le fondateur de groupes d'action directe comme Justicieros et Los Solidarios, qui sont fondés en 1920-1922. Donc ce sont des groupes formés en réponse à ce que l'on nomme à l'époque le pistolérisme. Alors le pistolérisme, c'est l'emploi systématique d'hommes de main par des patrons, des ecclésiastiques ou des personnalités espagnoles pour l'assassinat de militants anarchistes ou activistes de la CNT. Donc, dans ce contexte, los justicieros et los solidarios répondent en assassinant à leur tour les personnes ayant commandité ces meurtres. Bon, bien entendu, Durruti est poursuivi par la police pour ses actions et il se réfugie d'abord en Amérique latine, puis en France. En France, il va être incarcéré parce qu'il tente d'assassiner Alfonso XIII, qui passe par là. Et après avoir été libéré, donc il passe un moment en Belgique où il est, bien entendu, actif au sein du comité anarchiste. Et donc, à l'avènement de la Seconde République, en 1931, il rentre en Espagne et il intègre le groupe d'action directe qui s'appelle Nosotros. Et en fait, quel que soit le pays où il a résidé, il a toujours été actif au sein des factions anarchistes et dans les actions directes. Ces 3 acolytes les plus célèbres, vous avez Juan García Oliver, dont j'ai parlé, j'en parlerai après aussi. Vous avez Francisco Ascaso et Miguel García Vivancos. Je ne résiste pas au plaisir de vous conter une anecdote sur Francisco Ascaso parce que c'est quand même un personnage assez déterminé, on va dire. Donc, je ne sais plus si c'est à Barcelone ou à Madrid, je ne me rappelle plus. Mais un jour, il est prévenu par un espion donc, que dans un bar de la ville qui est essentiellement fréquenté par des fascistes, il y a 4 militaires qui sont attablés et il y en a un qui est en train de se vanter que les anarchistes, c'est tellement des mous, en fait, que lui, tout seul, il peut s'en prendre 10. Alors Ascaso est prévenu, Ascaso se rend dans le bar, il profite un peu de la stupéfaction des gens, de voir quelqu'un qui n'est pas militaire ou qui ne semble pas être fasciste entrer dans le bar, et il se dirige vers la table, en fait, des 4 militaires. Et donc il se présente, il leur dit voilà, je m'appelle Francisco Ascaso, je suis anarchiste. Et là il sort son pistolet et il tue les 4 militaires. Et il s'en va. Donc ça montre quand même une certaine détermination du personnage, pour voir un peu quel gabarit il y avait dans ces groupes d'action. Alors, je reviens au groupe de volontaires amené par Durruti le 24 juillet 1936, c'est qu'on appellera plus tard la colonne Durruti. Alors on doit souligner quand même que le tour de force réside non seulement dans l'efficacité au combat contre les phalanges fascistes, mais aussi dans le fait de systématiquement expliquer et installer le communisme libertaire dans les villages délivrés. Ça c'est quand même un tour de force. Une autre chose importante, c'est que le fonctionnement de ces colonnes et de la plupart des brigades internationales, dont je parlerai plus tard, du moins des brigades à majorité anarchiste, se faisait sur le même mode non autoritaire, bien entendu, que l'organisation sociétale, donc, mais non seulement sans uniforme, mais aussi sur le mode de l'association par affinité entre les combattants et avec des leaders ponctuels, leaders désignés par la logique, en fait, de l'action à mener. Donc il faut quand même garder constamment à l'esprit que ces gens, faisant partie de ces colonnes, comme Durruti, c'est avant tout des révolutionnaires qui se battent pour un idéal et pour changer la société. Ce qui n'a absolument rien à voir avec des milices militarisées en uniforme qui allaient naître bientôt,
comme je l'expliquerai, qui sont signes d'un déclin finalement idéologique dans le combat. Alors à ce sujet, au sujet de la colonne d'Urruti, il y a des formidables témoignages de terrain, dont celui d'Antonio Jiménez, qui raconte ses mémoires dans un livre dont le titre est Les Fils de la Nuit, et aux éditions Libertalia, qui raconte en fait son expérience. Et on y comprend bien que dans les colonnes, même si tout le monde était d'accord sur le fait de faire la révolution pour un changement de société, pas tout le monde était au fait du concept de l'anarchisme et du communisme libertaire. Donc on voit souvent d'ailleurs dans les récits que les moments de pause dans les combats, ou les moments où il n'y a rien à foutre, sont souvent utilisés à l'initiative de certains pour débattre de certains sujets, pour parler du communisme libertaire, s'éduquer ou enrichir sa propre connaissance. Donc on y voit même parfois des personnes âgées apprendre à lire alors qu'elles sont au crépuscule de leur vie. Donc cette boulimie de connaissances dont j'ai parlé pour la période de l'avènement de la Seconde République, et dont les racines avaient été plantées bien avant, avait aussi cours au sein de ces colonnes. Ce qui n'a absolument rien à voir avec la simple opération militaire d'une colonne militarisée et qui est mue par l'obéissance à un commandement sans le moindre indice sur les véritables implications de leur combat, en fait. Alors, pour continuer sur les forces combattantes, il y a aussi ce qu'on appelle, j'ai cité le nom un peu plus tôt, les brigades internationales. Alors apparemment ça serait en septembre 1936 que Maurice Torres, à l'époque secrétaire du Parti communiste français, aurait suggéré la création de ces brigades, bien entendu en collaboration avec le NKVD, vous savez, la police politique soviétique. Et le but à la base, c'est de ratisser le plus large possible dans les volontaires anarchistes, communistes, socialistes et toutes sortes de révolutionnaires venant des quatre horizons pour soutenir la République espagnole. Alors il y a l'histoire officielle qui dit que Staline n'aurait pas été partant au début de peur de se brouiller avec ses alliés français et britanniques, donc, qui avaient choisi la non-intervention, comme on verra après. Et c'est en essuyant un peu des critiques de la part des trotskistes qu'il aurait finalement obtempéré. Bon, il faut être quand même sérieux une minute. Et la suite de l'histoire démontrera plutôt que, comme à son habitude, et durant toute sa vie, Staline a attendu le moment opportun pour jouer sa carte et mener à bien un plan qu'il devait déjà avoir en tête depuis un moment. Alors quoi qu'il en soit, ces milliers d'hommes représentaient, les brigades internationales, c'est des milliers d'hommes, ça représentait environ 53 nationalités, ce qui est un paquet. J'ai même repéré 2 Chinois en regardant le recensement. Bon. Mais bon, il serait quand même faux de dire que l'aide internationale, c'est uniquement les brigades internationales, parce que dès les débuts du combat, il y a quand même des gens qui traversent la frontière française, qui viennent d'Italie, de France et tout, et qui se jettent dans la mêlée immédiatement. Et donc, ces brigades internationales, donc, elles n'étaient pas uniquement hétéroclites de par le nombre de nationalités, mais aussi par les différentes convictions politiques, les différents buts. D'ailleurs, il y a une particularité qui est un détail qu'il faut garder à l'esprit pour la suite de l'exposé. En ce qui concerne la participation des soviétiques dans les brigades, en fait, c'est que les envoyés du RSS n'étaient pas tellement des combattants, mais surtout des instructeurs et surtout des conseillers politiques, en fait. Ce qui est un détail important pour la suite de l'exposé, notamment pour la partie exposant le sabotage du mouvement. Donc il faut garder ça à l'esprit. Je reviens maintenant à ce 19 juillet 1936 et à donc, l'effondrement de l'État et du gouvernement républicain. Donc, comme je le disais au préalable, c'est la population doit prendre l'initiative et faire redémarrer l'économie, non seulement pour subvenir à ses moyens, mais aussi pour fournir les combattants en armement, en vivres et en équipement en tout genre. Donc, cette organisation, c'est donc sur la base de la première internationale, c'est-à-dire l'émancipation des travailleurs, sera l'œuvre des travailleurs, que cette nouvelle Espagne révolutionnaire construit sa nouvelle société dès le 19 juillet 1936. C'est-à-dire que l'Espagne a préféré majoritairement les idées de Bakounine à celles de Marx, en fait, pour schématiser. Et donc tout d'abord en ville. En ville, les syndicats s'emparent immédiatement de tous les moyens de production. Les usines recommencent à fonctionner et en l'espace de quelques semaines, il n'y a plus aucun chômeur. En fait.
Alors un des tours de force de cette période, c'est quand même la reprise du tramway de Barcelone, qui reprend à fonctionner dès le 29 juillet, c'est-à-dire 10 jours après les débuts des hostilités, et tout simplement parce qu'ils ont formé les femmes pour devenir chauffeurs. Donc tout le monde est employé. En ce qui concerne les usines, donc les patrons sont tout de suite écartés, comme vous pouvez imaginer, ou alors partent en courant. Hein. Et c'est par le système des assemblées et l'organisation de comités que toutes les décisions sont prises et que les transformations sont gérées, en fait. Dans les transformations urgentes, notamment, il y a la conversion de l'industrie de la métallurgie en industrie de matériel de guerre, donc pour fournir les combattants sur le front. Et déjà là, on voit l'ingéniosité et le savoir-faire des ouvriers qui sont maintenant condamnés à l'initiative, hein, dans une ambiance collective et collaborative. En fait, cette ingéniosité, elle fait des miracles, puisque malgré l'absence d'ingénieurs et par le manque de matières premières, aussi, je veux dire, ils arrivent à solutionner tous les problèmes avec cette inventivité, cette créativité, en fait. Et en parallèle de la conversion de certains secteurs, comme la métallurgie, en fait, les comités gèrent aussi tout ce qui a trait à l'amélioration des conditions de travail et des conditions de vie en général. Donc, en ce qui concerne le travail lui-même, il faut souligner un détail quand même extrêmement important et qui vient balayer l'idée reçue selon laquelle le simple ouvrier ou l'individu lambda est un être ignorant, irresponsable et superstitieux. Parce que, par exemple, en ce qui concerne les salaires qui sont unifiés, qui sont immédiatement unifiés, il y a simplement une augmentation de 15% qui est opérée. Et non pas un hold-up, comme pourrait le laisser penser la propagande de base qui vise à infantiliser la population, en fait. Et en ce qui concerne la durée du travail, c'est simplement la journée de 8 heures qui est instaurée. Mais c'est surtout par le financement, l'amélioration, voire la création de services sanitaires apportant une autre qualité de vie aux travailleurs et à l'individu que les progrès sont faits, en fait. Il est évident que si on annule tous les frais connexes à tout ce qui concerne la maladie, l'accident de travail, la maternité, l'hygiène et tout ça, donc les conditions financières ne sont plus les mêmes, bien entendu. D'ailleurs, c'est pendant cette période qu'en réquisitionnant des couvents, des bâtiments qui étaient privés avant, tout ça, ils ont construit aussi tout ce qui est hôpitaux, maternités, écoles et tout ça. Et dans des quartiers populaires, dans des quartiers où la population n'avait au préalable droit à rien, hein, tout simplement. En ce qui concerne l'ingéniosité dont j'ai parlé plus tôt, il y a même eu l'établissement de centres de recherche pour moderniser et améliorer soit les machines-outils, soit les procédés de fabrication. D'ailleurs, j'y reviendrai plus tard, mais à la fin de la guerre, les patrons, en revenant, ont trouvé des usines modernisées en meilleur état que ce qu'ils avaient laissé. Et faut se souvenir quand même que tout cela se passe dans un territoire qui est entièrement en guerre. Et par conséquent, les problèmes dus à la pénurie de matières premières dans certains secteurs devaient être immédiatement solutionnés par l'inventivité ou par la créativité, mais il fallait trouver une solution, sinon ça ne fonctionnait pas. Alors, dans ces changements soudains du monde du travail, il y a des différences selon les secteurs. En fait, quand ça concerne un secteur où le syndicat, la CNT, est présente à tous les niveaux et surtout majoritaire partout, à tous les niveaux, c'est-à-dire de la fabrication de la matière première au produit fini, c'est tout un secteur qui était socialisé en fait. Et quand cela, par contre, ça concernait des entreprises ponctuelles, plus petites, ou des entreprises, uniquement une entreprise, en fait, c'était la collectivisation de l'entreprise qui était opérée. Donc, il y a même des cas où les patrons décidaient de rester, auquel cas ils étaient sous le contrôle du comité en charge, c'est-à-dire sous la surveillance des employés. Et pour la relation entre les secteurs, notamment avec l'industrie alimentaire, donc c'est l'industrie alimentaire dans les zones rurales, mais je vais y revenir après, c'est souvent l'échange qui était pratiqué en fait, notamment le produit fini contre des denrées ou des vivres. Il y avait des transactions commerciales qui étaient encore pratiquées, puisque c'était plus pratique dans certains cas, mais pas dans le monde rural, comme on va le voir plus tard. Et en ce qui concerne la concurrence, alors là, c'était
elle était complètement éliminée par un moyen très simple, à savoir que chacun produisait une qualité différente. Et surtout, chacun produisait le produit qu'il savait le mieux faire. Donc au moins, ça réglait le truc en ce qui concerne la concurrence. Donc pour résumer, en ce qui concerne les villes, l'amélioration des conditions de travail, c'est général. La solidarité, elle est quasi parfaite entre les plus prospères et les plus pauvres. C'est dans ce style d'ambiance où le travailleur et l'individu sont non seulement émancipés d'un patron, d'une autorité, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour eux-mêmes, et qui, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer en pensant au contexte de guerre, non seulement la production générale n'a pas baissé par rapport à la période précédente, mais dans certains secteurs, c'est prouvé maintenant, elle a non seulement doublé, mais elle a même triplé. Donc c'est quand même un score. Pas étonnant que ça soit caché. Alors, durant toute cette période, jusqu'à la fin de la guerre, sont les travailleurs de l'industrie alimentaire, c'est-à-dire les travailleurs de la zone rurale, qui prennent en charge l'approvisionnement des grandes villes. Et c'est pour ça que je vais en venir maintenant aux zones rurales de cette Espagne révolutionnaire et donc aux collectivités autogérées. Donc, vous vous souvenez par rapport à ce que j'ai dit au sujet du documentaire célèbre Mourir à Madrid, concernant l'absence totale de rapport sur les collectivités autogérées. Donc on vient déjà de voir qu'en fait, elles ont nourri toute l'Espagne révolutionnaire, l'Espagne républicaine, pendant 3 ans. Et de toute façon, quand on réfléchit, qui d'autre aurait pu ravitailler les villes pas besoin d'un examen scrupuleux pour comprendre le truc. Comme je vous ai dit au début, l'Espagne, dans ces années-là, c'est 12 millions de personnes qui vivent, qui dépendent de l'agriculture. Donc, de toute façon, qui d'autre que les zones rurales aurait pu fournir toutes les denrées alimentaires? Mais si on admet ça, il faut se pencher sur la manière dont fonctionnaient ces zones rurales. Et là, le problème, c'est que ça, par rapport au système actuel, ça fait apparaître des choses qui ne vont pas exactement dans le sens de ce qu'on nous apprend. Alors déjà, je vais commencer par le nombre de ces collectivités. Vous allez voir que déjà, c'est assez significatif et ça donne un indice sur l'ampleur du phénomène. Alors, en Catalogne, on en comptait plus de 350 collectivités. Au Levant, il y en avait 500 environ. En Aragon, il y en avait 450, et en Aragon, il y avait 75% de la terre aragonaise qui était collectivisée. En Nouvelle-Castille, c'est 240 collectivités. Et en Andalousie, il y en avait un paquet aussi, mais je n'ai pas le chiffre exact. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne l'argent, dans ces zones rurales, dans ces collectivités, si, comme je l'ai dit plus tôt, la monnaie était maintenue en ville pour des raisons pratiques, dans certains secteurs, il n'en est pas de même dans les zones rurales où plusieurs autres moyens avaient été établis. En accord avec la population locale, ses mœurs et sa culture. Et ça, c'est très important, parce que je tiens à souligner cet aspect, qui est pour moi un des critères les plus importants de l'anarchisme, à savoir le volontariat dans l'adoption d'un mode de fonctionnement. Cet aspect qui constitue le respect de la culture locale, trop souvent oublié par certains anarchistes aigris qui dogmatisent ce qui est à la base une philosophie et qui transforment une pensée en croyance et une idéologie en religion finalement. Eh bien, ça a très bien été respecté par les Espagnols des zones rurales. Moi, ce que je considère comme l'anarchisme ne peut pas se résumer à l'adoption de la même recette pour tout le monde. C'est plutôt l'utilisation des mêmes ingrédients sains donnés à chacun pour faire sa cuisine. Donc ça, les Espagnols l'ont très bien fait dans les zones rurales. Donc, dans certains cas, il y avait adoption d'une sorte de monnaie locale inventée qui était non spéculative et non capitalisable surtout. Et alors, ce qui faisait office de salaire était calculé non pas selon le style de travail effectué, mais surtout selon le nombre de bouches à nourrir dans la famille du travailleur. Donc, dans d'autres cas, c'est le système du bon alimentaire, comme ça, donc le bon alimentaire qui disparaît lors de la transaction. Et dans d'autres cas, où toutes sortes de systèmes de rétribution ou de paiement étaient bannis, c'était le concept de ce qu'on appelle le tas de Kropotkin, qui était adopté, à savoir une mise en commun de toute la production, symbolisée par un tas, où tout un chacun allait se servir. Alors selon les témoignages, certains craignaient un comportement cupide face à un tas, parce que même si l'époque
Dans les années 30 en Espagne, on n'en est pas au consumérisme, il y a quand même des gens qui crèvent de faim, donc il n'y a jamais rien eu, donc face à l'opulence, on pouvait craindre ça. Mais en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que les gens sachant de toute façon qu'ils auraient la même chose le lendemain, eh bien, ils s'auto-régulaient eux-mêmes, c'est tout. Et c'est comme ça que ça se passait dans les collectivités. Alors, quel que soit le mode de rémunération ou de rétribution adopté dans chacune de ces collectivités, tout ce qui était service était gratuit en fait. C'est la collectivité qui le finançait, qui s'en occupait, à savoir le transport, logement, loisirs et tout ce qui était service. Bien entendu, il y avait une interaction entre ces collectivités qui étaient gérées par le système des fédérations, ce qui apportait un certain équilibre entre les collectivités fortes et les collectivités plus faibles. Pour corroborer ce que je disais au sujet de l'économie durant cette période, et qui a toujours été minimisée ou ignorée par l'histoire officielle et politiquement correcte pendant des décades, je vous donner l'exemple d'un organisme qui se trouvait dans la région de Valence et qui s'appelait le CLUEA. Alors CLUEA, je ne me rappelle pas la signification des initiales, donc C-L-U-E-A. Le CLUEA, c'est une coopérative créée par des collectivités libertaires, en fait, qui avait pour but de vendre des fruits à l'étranger, afin d'acheter des matières premières et des armes. Donc le CLUEA a même vendu jusqu'à Bruxelles, Paris et en Hollande. Il y a une affiche célèbre que j'avais trouvée là, qui montre un paysan avec ses oranges, et le slogan c'est « Paysans, tes oranges vaincront le fascisme ». Donc, pour clore ce petit chapitre sur les collectivités, sur l'organisation en ville, même si la vie n'était pas idyllique, et même si beaucoup de gens manquaient de matières premières à cause de cet état de guerre civile, de guerre totale, on peut tout à fait imaginer, en gardant à l'esprit les résultats, c'est-à-dire le maintien, la modernisation et l'amélioration de la production de l'industrie en ville, et le fait que les collectivités aient non seulement nourri cette Espagne républicaine pendant 3 ans, mais aient même réussi à exporter. Donc on peut imaginer ce que cela aurait pu donner dans un pays en paix. Vous voyez, c'est quand même ce qu'il faut garder à l'esprit. Alors, je voudrais maintenant dire 2 mots sur l'éducation pendant cette période de 36 à 39, parce que ça va me servir d'introduction pour le chapitre suivant, à savoir pourquoi ça a fonctionné. Ce qui est à mon sens un des éléments les plus importants à retenir quand on parle d'anarchisme et d'alternative libertaire. Alors, dès le 27 juillet 1936, c'est-à-dire peu de temps après le début de la danse, sous la pression de la population en Catalogne, la Généralité de Catalogne, elle crée le CENU, C-E-N-U, ou le Conseil de l'école nouvelle unifiée. Alors, bon, comme d'habitude, c'est en réquisitionnant des couvents, des villas et d'autres bâtiments que le CENU crée des écoles dont le modèle éducatif est basé sur la technique éducative de Francisco Ferrer y Guardia, sur lequel je reviendrai bientôt, parce qu'il est important. Donc c'est une pédagogie qui est basée sur l'indépendance intellectuelle, l'absence de routine, l'absence de dogme, quel qu'il soit, même les dogmes révolutionnaires, hein, ça n'entrait pas en ligne de compte. Donc l'accent est mis sur la raison, la sensibilité, pour en finir avec tout ce qui est le conditionnement. Bien sûr, il y a la proximité de la nature qui est encouragée, et tout cela dans des classes avec des petits nombres d'élèves. En fait, le but étant de laisser à l'enfant un sens critique, une liberté d'épanouissement, une indépendance d'esprit qui en fera en fait le contraire d'un mouton obéissant à celui qui gueule le plus fort. Donc, alors déjà, pour parler du nombre de scolarisés, c'est quand même un score. Hein. Si en 1936, il y en a 34 000 dans la région de Barcelone, il atteint 114 000 en 1937. Ce qui est déjà une prouesse et une marque d'une véritable volonté d'éducation. Par contre, c'est une entreprise qui est loin de tourner à plein régime par le manque de professeurs et d'instituteurs, et dû à tous les gens qui partent sur le front, en fait, aussi. Alors, ça m'amène justement au chapitre suivant, à savoir pourquoi cela a-t-il fonctionné. Alors, en parlant d'éducation, si cela a fonctionné dès le départ et malgré l'urgence sans cafouillage majeur, donc, c'est que les principes de l'anarchisme n'étaient pas nouveaux en Espagne, mais se répandaient déjà depuis 100 ans au moins, et dans les milieux les plus défavorisés, notamment en Andalousie au début et en Catalogne, avec les thèses de Kropotkin et de Bakounine. Déjà en Espagne, en 1840, il y a la première société ouvrière à Barcelone.
Et dans les années 1870, l'organisation des travailleurs espagnols, c'est un modèle en Europe. En fait, elle est issue, comme je l'avais dit, de la scission entre Marx et Bakounine. Alors, par exemple, en Andalousie, qui est une région avec un grand nombre de propriétaires terriens, ou plutôt je devrais dire une région avec des propriétaires terriens qui ont un grand nombre de terres, il y a un personnage marquant, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fermín Salvochea, qui est un véritable diffuseur et propagateur des thèses anarchistes entre les années 1860 et jusqu'à sa mort en 1907. En ce qui concerne sa vie, Salvochea, il est né à Cadix en 1842 dans une famille de marchands. Et c'est vers sa 15e année qu'il est envoyé à Londres, en fait, pour y étudier les techniques commerciales, les techniques de commerce. Mais au lieu de ça, en fait, il passe son temps à étudier les problèmes sociaux, et notamment au travers de ce qu'on appelle à l'époque le socialisme utopique de Robert Owen. Et en fait, bon, dès qu'il rentre en Espagne, donc 5 ans après, il intègre tout de suite des groupes avec lesquels il participe à des actions directes ou révolutionnaires contre le gouvernement. Et en fait, il instaure même une certaine routine, puisque maintes fois il est arrêté, relâché, amnistié, et dès qu'il est dehors, il recommence. Jusqu'à ce qu'il aille à Madrid, où il participera à la célèbre revue libertaire, la Revista Blanca, et bien sûr, comme c'est à prévoir, il participe à toutes les actions directes anarchistes dans la capitale. Jusqu'au jour où, peut-être pour en finir par une farce, il meurt en tombant de la planche qui lui sert de lit. Bon. En tout cas, il est un des principaux personnages de son époque à propager l'anarchisme. Parmi les autres propagateurs de l'anarchisme, dans cette Espagne d'avant-guerre, il y a le José Sánchez Rosa, qui est né à Séville en 1862. Alors lui, c'est un modèle d'anarchiste, puisqu'il a appris à lire à 13 ans, alors qu'il était ouvrier, et comme cela se pratiquait beaucoup à cette époque, il lisait les journaux à ses camarades qui ne savaient pas lire. C'était une pratique qui était en vigueur un peu dans toute l'Espagne. Tous les sympathisants anarchistes ou ceux qui avaient cette idée, bien pratiquaient ça. Celui qui savait lire lisait pour les autres et donc pouvait les emmener au débat et tout ça. Et donc Sanchez, lui, il est emprisonné. Il est emprisonné en 1892, en fait, après avoir été accusé d'incitation à la révolte, en fait, après l'insurrection de Jerez de la Frontera en 1892. Alors, Jerez, c'est un endroit typique de l'Andalousie à cette époque, à savoir, il y a une minorité de propriétaires terriens et il y a une majorité de journaliers qui crèvent la faim. Donc, voilà. Et entre parenthèses, bon, il y a un truc particulier dans l'histoire de Jerez de la Frontera, de cette insurrection. C'est aussi à la suite de cet événement que surgit la controverse de la Mano Negra, en fait. Alors la Mano Negra, c'est supposé être un organisme anarchiste secret qui perpétuait des actions directes. Mais là, le problème, c'est que lors de leur procès ou de leur arrestation, les participants à l'insurrection de Jerez ne semblent pas connaître la Mano Negra. Alors, c'est pour cela qu'il y a une controverse qui porte sur le fait de savoir si la Mano Negra, c'était vraiment un groupe actif ou si c'était une invention du gouvernement qui a normalisé, qui a justifié la répression. Bon, moi, je ne sais pas plus là-dessus, donc je ne développerai pas. Toujours est-il que José Sánchez Rosa, à sa sortie de prison en 1901, il fonde des écoles rationalistes en Andalousie, donc sur le modèle de Francisco Ferrer y Guardia, dont j'ai parlé plus tôt. Il écrit aussi des livres, dont la grammaire de l'ouvrier, l'arithmétique de l'ouvrier. C'est des ouvrages en fait, qui sont passés de la main à la main et qui contribuent à l'éducation, à l'émancipation des ouvriers. Bon, il sera immédiatement fusillé par les franquistes dès 1936, après la prise de Séville. Donc c'est le sort réservé aux gens qui éduquent les autres à la liberté. Alors, puisque j'ai parlé de Francisco Ferrer y Guardia, il faut un peu développer. Il est né en janvier 1859 à Alella, en Catalogne. C'est un penseur et un pédagogue qui fonde en 1901 donc l'école rationaliste contre l'obscurantisme religieux. Alors, vous vous souvenez que je vous ai dit
comme pilier de la société espagnole, c'est l'Église qui avait en charge l'éducation de la plèbe. Donc en ce qui concerne l'éducation des pauvres, cela se résumait aux prières et au lever du drapeau, à peu de choses près. Alors, comme je disais, ce style d'école promeut la mixité, l'égalité sociale, l'autonomie, l'entraide. Et en 1907, déjà 6 ans après la fondation de ces écoles, il y a une centaine d'écoles sur ce modèle en Espagne. Donc c'est ce style d'école qui a inspiré plus tard la Modern School américaine et même qui a engendré les nouveaux courants de pensée pédagogiques. Et donc voilà, on arrive en 1909, où il y a en Espagne ce qu'on appelle la semaine tragique, entre le 26 juillet et le 2 août, où en fait il y a des troubles qui viennent de l'opposition des syndicats à un décret qui mobilise des soldats réservistes pour partir au Maroc. Donc les syndicats déclenchent une grève générale qui tourne de suite à l'émeute dans plusieurs villes et qui fait une centaine de morts. Alors, bien sûr, lors de ces émeutes, comme vous l'avez sans doute compris, ce sont tout d'abord des églises et des édifices religieux qui sont démolis, on ne va pas s'arrêter là. Et il est vrai que Francisco Ferrer y Guardia s'est mis à dos pas mal de soutanes, je veux dire, avec son école contre l'obscurantisme religieux. Voilà pourquoi, même s'il est prouvé qu'il se soit trouvé à des lieux de Barcelone à cette période, à des lieux de ces lieux d'émeute, l'occasion était trop bonne pour les fascistes en soutane, donc. Et Francisco Ferrer y Guardia sera fusillé le 13 octobre de la même année après un simulacre de procès. Bon, parlant des personnages qui ont emmené justement, qui ont éduqué cette Espagne, on ne peut pas passer à côté de Federico García Lorca, qui est un autre des personnages emblématiques de cette période. C'est un poète, un peintre, un pianiste, un compositeur. Alors à partir de, je ne sais plus si c'est 1930 ou 1931, il est nommé directeur de la Société de théâtre étudiante, la Barraca, qui tourne essentiellement dans les provinces rurales pour présenter le répertoire classique. Donc c'est vrai qu'en tant qu'humaniste, libertaire et homosexuel, bon, cet artiste ne représente pas vraiment les valeurs inhérentes au fascisme espagnol. Il est d'ailleurs assassiné par les milices franquistes dès le mois d'août 1936. Et pour en finir avec ces quelques personnages, je dois citer bien entendu celui qui est vraiment le théoricien de cette Espagne anarchiste, à savoir Ricardo Melia, qui est né à Vigo en avril 1861 et qui est mort en août 25. Alors Ricardo Melia, il est reconnu comme l'un des esprits les plus brillants de l'Espagne de cette époque. Il est érudit dans plein de domaines et il maîtrise parfaitement le français, l'anglais, l'italien. Et il est le principal intellectuel de l'anarchisme espagnol. Bon, malheureusement, il n'est pas beaucoup traduit en français ou dans d'autres langues. Je m'étais arrêté aux événements de 1909, qui ont vu l'exécution de Francisco Ferrer y Guardia. J'avance un peu plus loin pour boucler la boucle. Donc, en 1919, il y a les conflits, les actions directes, tout ça qui se durcissent. Et on voit donc l'apparition de groupes radicaux d'action directe, ce qui fait la jonction avec les personnages dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les groupes radicaux, c'est Justicieros, Solidarios, avec Durruti, Ascaso et les autres, et qui ont été formés, comme je vous l'ai dit au préalable, d'abord pour contrer le pistolérisme. Et donc, pour revenir et terminer avec ce qui concerne la propagation de cet anarchisme et de ces idéaux libertaires et révolutionnaires, j'arrive pour tout boucler en 1931 et l'avènement de cette Seconde République, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré le peu de réalisations concrètes en ce qui concerne les réformes sur la redistribution des terres, etc., le gain de liberté ne fait qu'accélérer cette soif de connaissance avec la multiplication des journaux, les cercles de rencontres, les réunions d'information. En fait, il y a tous les sujets qui sont abordés, la religion, la sexualité, l'organisation du travail, bref, tout ce dont on ne discutait pas ouvertement au préalable, tout ça est amplifié. Comme le disait un témoin que j'ai vu dans un documentaire, les gens aujourd'hui considèrent les anarchistes comme des bons à rien ou des fêtards, mais à l'époque, en fait, ceux qui s'enivraient, ce qu'on voyait dans les bars, qui s'enivraient, qui fréquentaient les bordels, les prostituées et tout ça, c'était souvent les fascistes et les religieux, parce que c'est eux qui étaient tellement frustrés et aigris
qu'ils avaient besoin de soupapes de sécurité. Alors que d'un autre côté, les anarchistes, eux, passaient leur temps à discuter, à étudier, à essayer d'acquérir des connaissances à la moindre occasion, et même dans des lieux, comme je vous l'ai dit, à l'usine, hein, où chaque fois qu'il y avait, pendant les pauses, qu'il y avait un groupe qui se formait à droite ou à gauche, on pouvait être sûr que c'était un groupe d'anarchistes qui discutait de la révolution sociale et qui s'éduquait avec notamment celui qui savait lire et qui lisait pour les autres. Donc en bref, ça faisait 100 ans que le travail de propagation de cette philosophie était basé sur la prise de conscience, le phénomène autodidacte et l'émancipation de l'individu. Donc pour résumer, ce n'est absolument pas un hasard si tout ce dont j'ai parlé au préalable, en ce qui concerne aussi bien les organisations en ville que celles en zone rurale, ont fonctionné. Il faut quand même garder à l'esprit qu'à l'époque, à Barcelone, un ouvrier sur deux était syndiqué anarchiste. Donc voilà. Et même au sein des colonnes de combattants, comme je l'ai déjà dit, ceux qui venaient souvent d'ailleurs pour faire la révolution sans idée d'organisation post-révolutionnaire, s'éduquaient à cette philosophie au sein même de la colonne. Donc la dynamique était là, elle était installée depuis longtemps, et nous allons donc voir maintenant tout ce qu'il a fallu en force militaire, trahison et sabotage pour démolir et venir à bout de ce que les Espagnols étaient en train de prouver au monde, malgré le double fascisme spirituel et politique dont leur pays était victime. Ils étaient en train tout simplement de prouver qu'une jolie fleur pouvait quand même pousser dans un tas de merde. Donc je fais une petite pause et j'attaque avec la contre-révolution. Alors, la contre-révolution. Il faut mourir pour le Christ roi. C'est la déclaration des ecclésiastiques, donc, qui considèrent le coup d'État fasciste comme une guerre sainte. Ça vous fait penser à quoi finalement des radicaux religieux qui régissent la vie quotidienne d'un peuple, qui proclament leur Messie comme un roi et qui ont à leur disposition une armée de fascistes dont le cri de ralliement est « Viva la muerte !» « Viva la mort !» Bon. Comme quoi il y en a qui n'ont pas mis la mode. Alors, comme je l'ai dit, d'un côté, il y avait les milices révolutionnaires et antifascistes, plus les brigades internationales, et du côté de la révolution plutôt. Et de l'autre côté, vous avez l'armée fasciste, grossie par 70 000 soldats italiens envoyés par Mussolini, grossie par 40 000 mercenaires musulmans du Maroc. Je dis exprès musulmans parce que, pour montrer que les catholiques, finalement, selon le but, ne rechignent pas à s'associer aux musulmans. Et aussi, bien entendu, les 10 000 guerriers d'élite de la Légion Condor, envoyés par Hitler, avec bien sûr l'aviation et les premiers bombardements civils de Madrid et bien sûr de Guernica, dont le résultat sera qualifié par Göring d'intéressant. C'est en fait une bonne répétition de ce qui allait se passer lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais je mets aussi du côté des fascistes, comme alliés indirects, et même directs, la non-intervention des pays soi-disant démocratiques, hein, la France, l'Angleterre, tout ça. Donc ça aussi, faut mettre ces forces-là du côté des fascistes. En fait, la non-intervention de la totalité des pays soi-disant démocratiques et civilisés de l'Occident. Voilà. Donc c'est à mettre du côté des fascistes. Alors, avant de continuer, je tiens à mentionner quand même un détail qui vous fera mieux comprendre la violence de cette explosion lorsque le conflit civil total éclate. En fait, dans les 2 premières semaines qui suivent le 19 juillet, c'est environ 200 000 morts. Ce qui est monumental. Comme quoi il devait y avoir quelques comptes à régler. Alors en tout cas, ce qui traverse l'histoire sans aucun problème, comme je l'ai déjà dit au préalable, c'est c'est toujours la méchanceté des anarchistes envers les curés. Et on ne considère jamais que c'est la réaction explosive et ponctuelle d'un peuple opprimé et maltraité depuis des lustres et qui, à bout de nerfs, éclate émotionnellement.
On ne vous parlera pas non plus, comme je l'ai déjà dit, en opposition à cette violence ponctuelle et circonstancielle, de la violence idéologique et constante, de la paire que forment Église et autoritarisme politique, qui opère depuis bien longtemps avant la guerre et qui va s'en donner à cœur joie de la fin de la guerre à la mort de Franco. C'est un peu comme... enfin voilà. Je pense, d'après des chiffres que j'avais lus, entre 39 et 43, il y a des dizaines de milliers d'exécutions. Donc, quand même, c'est... Enfin voilà. Donc, je reviens à mes moutons, justement, en parlant des fascistes. Dès le 19 juillet 1936, entre le coup d'État franquiste et la riposte ouvrière révolutionnaire, comme on l'a dit au préalable, la République s'effondre et n'a plus vraiment de pouvoir. Mais cela ne veut pas dire que les anciens politiques, patrons et hommes de pouvoir, ne continuent pas à exister dans l'ombre, et surtout à s'affairer dans le but de reprendre la main. Vous verrez, le responsable, Largo Caballero, qui est le principal leader socialiste, il essaye, lui, de reconstituer un gouvernement qui réunirait, encore une fois, toutes les tendances de la gauche. Alors, d'ailleurs, dès novembre 1936, ce qui fait déjà débat depuis plusieurs mois entre les anarchistes et les autres se concrétise par un événement singulier. En fait, depuis le début du conflit, il y a divergence entre deux tendances. La première est radicale, comme je vous ai dit, et prône le combat contre les fascistes tout en installant le communisme libertaire, c'est-à-dire en révolutionnant la société. C'est la tendance adoptée par Durruti, par exemple, et par la Faille en général, et une partie de la CNT, une grande partie de la CNT. L'autre tendance, je n'ai pas dit le terme tout à l'heure, mais c'est une tendance qui est dite possibiliste. Alors, possibiliste, c'est-à-dire que c'est le possibilisme politique, c'est le fractionnement du but en plusieurs étapes. Ça correspond à une vision plus marxiste. Bon, le schisme avec ça, c'est que si on s'arrête à la première étape, ça donne l'Union soviétique après. Alors, comment dire, oui, le possibilisme, voilà. Je commence à fatiguer. Alors, c'est cette seconde tendance, en fait, qui est adoptée par la fraction modérée de la CNT et d'autres groupes de gauche. Elle prône donc, comme je vous ai dit, l'alliance entre tous les groupes de gauche dans un front commun antifasciste, concentré essentiellement sur la lutte. C'est cette seconde tendance donc qui l'emporte, et avec comme événement singulier l'entrée de 4 ministres anarchistes dans le gouvernement. Alors le 4 novembre 1936, les 4 ministres, je l'ai marqué quelque part. Bon, il y a Juan García Oliver, justement, qui, bien qu'opposé à cette alternative, il finit par accepter un poste à la justice, en fait. Il y a Federica Montseny à la santé, il y a Juan Peiro à l'industrie et Juan López Sánchez au commerce. Bon, ça ne durera pas longtemps, mais ils y sont. Alors, le dilemme, en fait, depuis le début des hostilités, réside dans le fait que, bien que ce soit la CNT et la Faille les plus puissants du côté de l'Espagne républicaine ou révolutionnaire, et qui se voient proposer au début les clés du gouvernement, je veux dire, d'un point de vue anarchiste, ils ne peuvent pas accepter, car cela implique une répression contre les autres partis ou factions opposées. Et ce genre de choses, ça ne fait pas partie de la philosophie anarchiste. Vous voyez. D'ailleurs, je fais une parenthèse rapidement pour revenir aux collectivités rurales, mais l'installation du communisme libertaire ne se fait pas par l'imposition de force. Il est généralement accepté par toutes les familles, mais les familles récalcitrantes qui préfèrent l'individualisme, elles continuent à fonctionner de la sorte. Mais de toute façon, il est vrai que dans la majeure partie des cas, les familles changent souvent d'avis, puisque après avoir constaté que les collectivistes abattent 10 fois plus de travail en 10 fois moins de temps, bon, ça fait réfléchir. Donc, je reviens aux deux tendances. Ce qui concerne ces deux tendances, la fraction modérée évoque aussi le fait que si l'Espagne choisit le tout pour le tout, c'est-à-dire guerre et révolution sociale en même temps, elle risque de s'isoler du reste de l'Europe. Alors on voit bien que cette position, en fait, elle est définie par l'espoir d'une aide venant de l'extérieur.
à savoir des soi-disant pays démocratiques. Alors, on peut se demander si, en ayant été totalement conscient de la politique de non-intervention des soi-disant alliés, ils n'auraient pas choisi le tout pour le tout. Enfin, bref, c'est facile aujourd'hui de faire le procès aux uns et aux autres, en décriant les 4 anarchistes ministres et leurs choix, en direct de nos ordinateurs et bien au chaud, sans prendre en compte le contexte explosif et urgent dans lequel ils devaient se trouver à l'époque. Bon, ce qui ne nous empêche pas, par contre, de nommer de manière claire les véritables ennemis de cette Espagne révolutionnaire, à savoir les communistes staliniens. Mais avant d'aborder le sujet, j'ajoute qu'une des conséquences de ce choix résulte dans la militarisation des milices antifascistes, regroupant toutes les tendances de gauche, et qui, comme je l'ai déjà mentionné, transforment en fait des combattants de la révolution sociale en soldats gouvernementaux, soit quoi un révolutionnaire convaincu comme Durruti s'opposait catégoriquement. D'ailleurs, ce mois de novembre 1936 peut être considéré comme une période, une période de coïncidence mauvais signe, vous voyez, parce que c'est au début novembre que l'acte contre nature de la présence anarchiste au gouvernement commence, et c'est le 20 novembre que le symbole de la révolution sociale armée, Buenaventura Durruti, est assassiné par les agents staliniens aux portes de Madrid. Et c'est un bon enchaînement pour la suite. Alors, en ce qui concerne les puissances coupables de l'échec de cette Espagne révolutionnaire, et même si mes propos peuvent sembler radicaux, il y a tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, toutes les puissances occidentales dites démocratiques, qui par leur pacte de non-intervention face au fascisme ont condamné des millions d'Espagnols à l'abattoir. Il faut le dire, comme je l'ai expliqué au préalable, il n'était pas question là d'une centaine de hippies qui voulaient vivre à la montagne, mais bien de millions d'Espagnols croyant au véritable sens du mot démocratie, ce qui de toute évidence dérange l'ordre des choses considéré comme acceptable. Alors, d'ailleurs, l'entièreté du monde socialo-communiste est contre le projet de la CNT et de la faille. Et les puissances occidentales ont bien plus peur d'un renversement de l'ordre des choses par une véritable révolution prolétarienne que de l'avènement d'une autre puissance fasciste qui n'est finalement qu'une version plus dure de l'ordre exploitant-exploité, c'est tout. Alors, déjà, dès le 16 décembre 1936, dans le journal La Pravda, soviétique donc, il y a un article avec un titre « L'élimination des trotskistes et des anarchistes a commencé en Catalogne, elle sera menée avec la même énergie qu'en URSS. » Bon, si là la messe n'est pas dite, je ne comprends plus rien. Ce qui est quand même formidable, venant du soi-disant pays modèle pour sa révolution prolétarienne, c'est quand même ce genre de titre pour les journaux. Mais bon. Justement, j'en ai parlé au préalable. J'ai parlé au préalable des brigades internationales et de la particularité de l'aide russe, qui consistait surtout à l'envoi d'instructeurs, d'armes, mais pas en très grande quantité d'ailleurs, et surtout en conseillers politiques. Alors, cette aide, comme vous pouvez vous en douter, était bien sûr gérée par l'intermédiaire du Parti communiste espagnol, qui, comme j'ai dit au préalable, ne comportait que 13 000 adhérents, ce qui est ridicule en comparaison des 1,5 million de la CNT. Mais quand bien même, c'est par le biais de cette aide russe et du pouvoir qu'elle lui conférait, notamment par la distribution des armes reçues, donc, que le Parti communiste est devenu, en fait, de fait, l'organe le plus puissant, le plus influent et insidieux de cette soi-disant Espagne républicaine unifiée sous la bannière du front antifasciste, comme se plaisait à le rappeler ce Parti communiste, qui, en fait, de par son infiltration dans les services de police, de l'armée et des sphères politiques, a accès aux principaux rouages de la machine. Si bien que, parallèlement aux assassinats constants des militants et dirigeants anarchistes ou de la CNT par les agents staliniens, ce Parti communiste a même réussi à provoquer des affrontements entre Espagnols républicains dans les rues de Barcelone, entre les militants anarchistes révolutionnaires et les autres, en mai 1937. Donc, vous voyez un peu l'ampleur du poison. À l'actif aussi de ce Parti communiste, il y a Enrique Lister, qui est donc un communiste espagnol, qui, à la tête de la 11e division de l'armée républicaine, manifeste un zèle extraordinaire dans la destruction systématique de toutes les collectivités de Catalogne et d'Aragon qui se trouvent sur son passage, dans le combat soi-disant contre les fascistes. Oui. Donc,
pour conclure sur les principaux assassins de la révolution espagnole, c'est-à-dire Staline, il faut quand même stipuler que l'aide consentie par la Russie, qui est en fait un poison, est quand même négociée contre les 510 tonnes d'or de la réserve espagnole, à savoir la seconde réserve d'or au monde à l'époque. Alors, pour qui pensait encore que Staline était entré dans la danse parce qu'on lui avait reproché sa passivité au fascisme, ça laisse un peu songeur quand même. Hein. Alors, je ne parlerai pas des batailles, des combats, des sièges historiques, mais je veux juste dire un mot aussi au sujet du Pays Basque. Comme je vous le disais tout à l'heure, faire une histoire de la guerre d'Espagne, pour être exhaustif, il faudrait faire région par région, et il faudrait des tomes et des tomes par région. Mais il y a une particularité au Pays Basque qu'il faut absolument noter. J'ai souvent parlé de l'Église dans l'exposé, et à juste titre, hein, mais il faut quand même souligner qu'au Pays Basque, le clergé, lui, il était du côté du peuple, majoritairement. Et d'ailleurs, il l'a chèrement payé pendant et après la guerre. Hein. Alors, il y a une question à se poser, c'est entre le fait que les Basques s'étaient vus accorder le statut d'autonomie par la République dès le 1er octobre 1936, et soient devenus l'Euskadi, le fait que géographiquement, ils soient placés à un endroit stratégique de la guerre par rapport à la frontière avec la France, et aussi le fait que leur clergé ait été du côté du peuple, n'est peut-être pas étranger au choix de leur capitale spirituelle et historique comme lieu pour un test de massacre de civils par l'aviation, à savoir Guernica. Il y a des coïncidences parfois qui sont un peu douteuses. Alors, bon, on arrive à la fin. Vous avez bien compris qu'entre la non-intervention, l'aide italienne, allemande, le sabotage communiste, les dés étaient jetés. Hein. Et l'issue irrémédiable et la fin de l'aventure sonne le 1er avril 1939. Alors, en zone rurale, toutes les collectivités ont été définitivement détruites par les fascistes et rendues illégales. En ville, bien que les patrons de retour, comme j'avais déjà stipulé, trouvent des usines modernisées avec un meilleur rendement, tout est détruit. Et commence alors la chasse ouverte aux anarchistes et à leurs sympathisants qui va déboucher par une avalanche d'exécutions qui est parfois estimée, comme je vous dis tout à l'heure, carrément 200 000 entre 1939 et 1943, donc sans compter le début d'une sale période pour l'Espagne et qui va durer plusieurs décades. Et dont le poison qu'elle a répandu est encore aujourd'hui parmi les familles de dirigeants, bien entendu. Alors, en ce qui concerne le traitement de ceux qui n'ont pas réussi à fuir, il y a une annonce qui est faite stipulant qu'ils peuvent se rendre soit sur le port d'Alicante, soit dans la région de Valence pour partir. En fait, ils sont conduits au camp de concentration d'Albatera. Je vous laisse imaginer la suite. Et au sujet des centaines de milliers de réfugiés sur le sol français, dans des zones d'accueil qui sont bien moins aménagées, qui étaient bien moins aménagées que des parcs à bestiaux, il faut le dire, c'est une autre histoire qui a commencé, avec les 5 ans de guerre mondiale sur le sol français et la participation de très nombreux Espagnols dans les groupes de résistants. Et alors finalement, hein, pour résumer et illustrer le final écœurant de cette formidable aventure, on peut d'un côté se souvenir de ce que j'ai décrit pour la période d'avant-guerre, à savoir une Espagne où nombreux courants libertaires, une certaine Espagne avide de connaissances, de culture, d'éducation, d'émancipation, où tout se discute, se débat, se dispute même. Et de l'autre côté, l'Espagne du 1er avril 1939. L'Espagne du 1er avril 1939, c'est 1 million de morts, 2 millions de prisonniers, 500 000 exilés, un parti unique, la Phalange, un chef unique, Franco, une idéologie unique, le Christ roi. Alors pour conclure, je vais faire 3 remarques personnelles. Je dirais que tout d'abord, en ce qui concerne les détracteurs de l'anarchisme, ou des organisations autogestionnaires, j'accepte tout à fait que vous ayez d'autres convictions et une autre idéologie basée sur d'autres valeurs, bien entendu. Par contre,
L'argument qui consiste à dire que ça n'a jamais existé, que ça finit toujours par dysfonctionner à cause des disputes internes, ou que c'est le souhait de quelques hippies qui veulent vivre à la montagne, bien, cet argument devient de fait soit de la mauvaise foi, soit un mensonge intentionnel, soit tout simplement de l'ignorance. Et faites attention parce que, en ce qui concerne l'ignorance, vous voyez où ça a pu mener. Deuxièmement, on peut honnêtement se dire que si comme force contre-révolutionnaire, il n'y avait eu que les fascistes de Franco et consorts, sans l'aide italienne et allemande, face à cette révolution sociale, le résultat aurait été tout autre. Ce qui prouve bien que finalement l'attitude adoptée par le reste du monde civilisé est bien une attitude de peur panique face à la seule chose qui les terrifie vraiment, à savoir un renversement de cet ordre des choses estampillé comme divin. Et troisièmement, la conclusion la plus importante à mon sens, parce qu'elle met en lumière ce qui pour moi est la base essentielle et primordiale de tout souhait d'amélioration. D'un côté, des gens à la base analphabètes, qui en s'éduquant, se renseignant, en cherchant la connaissance, l'éducation, l'émancipation par le savoir, arrivent à s'organiser dans un système sans patron et entièrement démocratique, et cela de manière viable en quelques jours. De l'autre côté, des gens à la base analphabètes, mais qui, restant ignares, ne s'en remettent qu'au Christ roi, se transforment en bourreaux pour leur père au sein des phalanges fascistes, et cela en quelques jours. Alors, n'y aurait-il pas là un lien entre, d'un côté, bêtise, obéissance, autoritarisme, et de l'autre côté, un lien entre intelligence, démocratie, indépendance d'esprit? À vous de voir. Alors, dans ce petit paragraphe conclusif, je voudrais dire 3 citations. Une d'un détracteur de l'anarchisme, la seconde d'un détracteur en première heure qui change d'avis, et la troisième d'une sympathisante. Alors, tout d'abord, la déclaration de Pie XII, le pape en faction à cette époque. Je la lis, Dieu a voulu paix et victoire en Espagne. Aux prosélytes et matérialistes de notre époque, l'Espagne a hautement démontré que les valeurs éternelles de la religion et de l'esprit dominent tout. Pie XII. Ensuite, un philosophe, Miguel de Unamuno, qui est un philosophe existentialiste chrétien, et qui est resté recteur de l'université de Salamanque pendant toute la guerre. Alors ça se passe le jour de la fête de la race, je crois que c'est le 12 octobre 1939, à Salamanque. Il y a un général qui s'appelle Milan Astray, qui devant tous ses partisans est en train, à la fête, devant tout le public, est en train de se moquer des Basques et des Catalans. Et tous ses partisans saluent ses remarques par le célèbre cri « Viva la muerte !» Vive la mort. Et là, il y a Miguel de Unamuno qui se lève, tout le monde fait silence, et il dit « Il y a des circonstances où se taire, c'est mentir. Je viens d'entendre un cri morbide et dénué de sens. Viva la muerte !» Ce paradoxe barbare est pour moi répugnant. Le général Milan Astray est un infirme. Ce n'est pas discourtois. Cervantes l'était aussi. Malheureusement, il y a aujourd'hui en Espagne beaucoup trop d'infirmes. Je souffre à la pensée que le général Milan Astray pourrait fixer les bases d'une psychologie de masse. Un infirme qui n'a pas la grandeur spirituelle d'un Cervantes recherche habituellement son soulagement dans les mutilations qu'il peut faire subir autour de lui. Vous vaincrez parce que vous possédez plus de force brutale qu'il ne vous en faut. Mais vous ne convaincrez pas, car pour convaincre, il faudrait que vous persuadiez. Or, pour persuader, il vous faudrait avoir ce qu'il vous manque, la raison et le droit dans la lutte. Je considère comme inutile de vous exhorter à penser à l'Espagne. J'ai terminé. Bon, là, il s'est levé, il a été vite protégé, emmené ailleurs, puis il est mort pas longtemps après. Sa définition de l'infirme me fait penser à nos hommes politiques et à ce qu'ils nous infligent. Enfin. Et la troisième, pour terminer, citation de Emma Goldman, l'anarchiste américaine de la même époque. L'avenir appartient à ceux qui osent,
quand on ne peut plus rêver, on meurt. Voilà. Donc je vais vous laisser là pour cet exposé, et je vais vous laisser avec l'apparition des noms des personnages célèbres que j'ai cités et qui méritent d'être connus et étudiés. Cet exposé me tenait à cœur. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.